Compose, épisode 11. Mais le macramé, le tissage, là, j'ai vraiment bien accroché. Et puis j'ai tout de suite aussi compris que ça avait un effet sur moi, que ça avait un effet apaisant. Et puis très vite, j'ai été contente des résultats. Très vite, j'ai eu des très bons retours. Très vite, on m'a passé des commandes. Et donc tout ça a joué. On m'a demandé de faire des ateliers. J'ai animé des ateliers. Et donc c'est un cercle vertueux en fait. Hein. Quand on met le pied dans quelque chose, enfin plutôt les mains ici en l'occurrence, dans quelque chose qui a un effet positif, ben ça fait effet boule de neige par la suite. Et donc on continue. Mon invitée cette semaine pour ce 11e épisode, c'est Gwendoline Delieu. Gwen, c'est la créatrice de La Bohémerie, une marque via laquelle elle propose ses créations en tissage et macramé. Et c'est aussi mon amie, donc je suis très heureuse de la recevoir sur Compose. Ensemble, on a parlé de sa passion pour la déco, de son amour pour le beau, de son côté touche-à-tout, de ses découvertes du tissage et du macramé, du nouveau projet de La Bohémerie, les objets chinés, de son autre métier, journaliste, de l'écologie et la durabilité, deux valeurs qui lui sont chères, de ses doutes, de ses envies. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Gwen d'être avec moi sur Compose. Avec plaisir. Tu es donc la créatrice de La Bohémerie, une marque que tu as créée de tissage et macramé. Tu peux d'abord un peu m'expliquer comment c'est né ta passion comme ça pour le macramé et le tissage ? Oh, c'est une longue histoire. On a plein de temps. À la base, je suis fan de décoration depuis toujours, depuis que je suis toute petite. J'adore ça. Quand j'étais gosse, je bougeais déjà les meubles dans ma chambre. J'essayais beaucoup quand j'étais ado, des différentes dispositions. Je changeais les objets de place, etc. Je crois que je tiens ça de ma grand-mère maternelle qui faisait exactement la même chose chez elle. Elle changeait les meubles de place. Et donc la déco a toujours été quelque chose de très présent. Donc moi j'ai toujours aimé ce qui était ordonné, le beau en fait, le côté esthétique de l'ordre, voilà. J'aime quand les choses sont rangées parce que je trouve que ça offre un côté apaisant dans l'intérieur. Et donc à la base, c'est ça qui m'a menée au macramé et au tissage. J'ai commencé par avoir un blog déco qui s'appelait il existe encore, mais il n'est plus alimenté. Mon atelier déco, c'était il y a, une quinzaine d'années. Je l'ai lancé il y a une quinzaine d'années. Au début, je partageais des inspirations, beaucoup d'inspirations. Je partageais des petits do-it-yourself. Par exemple, je faisais déjà les brocantes à l'époque, ça n'a pas changé. J'achetais un miroir, je le repeignais et je prenais des photos étape par étape et puis je partageais ça sur mon blog. Donc j'ai toujours bien aimé ce médium-là. Et ça m'a servi pendant de nombreuses années parce qu'on m'a souvent dit « Ah oui, Gwen, de mon atelier d'école, les gens connaissaient, quoi ». Et donc, de par mon blog, je me suis lancée dans différentes expérimentations. J'ai fait du collage, j'ai fait du papier mâché, je faisais des trucs des structures en treillis de poule que je recouvrais de papier avec de la colle, de papier journal avec de la colle à tapisser, puis que je peignais. Et donc, j'avais appris ça pendant mes études secondaires. J'étais en option art d'expression et j'adorais la partie scénographie, où j'ai appris plein de techniques déjà à l'époque. Et donc voilà, j'ai toujours été touche à tout, j'ai toujours essayé plein de trucs. Et je me suis arrêtée sur le tissage d'abord, et puis sur le macramé ensuite. Et comment tu les as découverts, justement ? C'est une bonne question. Sur Pinterest, à mon avis, sur Pinterest, parce que à l'époque, on n'utilisait pas encore autant Instagram. Et moi, je passais vraiment beaucoup de temps sur Pinterest, juste à créer des tableaux. Et puis, je suivais énormément de blogs de décoration. À l'époque, c'était il y a quoi ? Il y a, on va dire, entre 5 et 10 ans, je faisais ce que j'appelais mon tour de blog. C'est-à-dire que tous les jours, j'avais dans mes favoris, sur mon ordi, toute une série de blogs internationaux, pas seulement belges et français. Il y en avait en Suède, au Danemark, aux États-Unis, etc. Et donc, j'allais voir ce qui se passait ailleurs. Et donc, j'ai toujours été très influencée par la décoration qui se faisait ailleurs. Et c'est comme ça que
Donc via Pinterest et via les blogs que j'avais les différentes inspirations déco. Et donc je me suis mis à tester. Donc, par exemple, j'ai testé le crochet, le tricot. J'ai moyennement accroché, mais le macramé, le tissage, là, j'ai vraiment bien accroché. Et puis j'ai tout de suite aussi compris que ça avait un effet sur moi, que ça avait un effet apaisant. Et puis très vite, j'ai été contente des résultats. Très vite, j'ai eu des très bons retours. Très vite, on m'a passé des commandes. Et donc tout ça a joué. On m'a demandé de faire des ateliers. J'ai animé des ateliers. Et donc c'est un cercle vertueux en fait. Hein, quand on met le pied dans quelque chose, enfin plutôt les mains ici en l'occurrence, dans quelque chose qui a un effet positif, ben ça fait effet boule de neige par la suite et donc on continue. Tu disais que ça avait un effet un peu apaisant. D'ailleurs, tu l'écris sur ton site internet, c'est un peu comme une séance de yoga pour toi de faire du macramé ou du tissage. C'est vrai. Entre-temps, je me suis mise au vrai yoga, mais ça a vraiment un effet apaisant. C'est-à-dire que moi, je peux passer des heures à faire des nœuds ou à enfiler des fils sur mon métier à tisser. C'est quelque chose qui me calme instantanément. Et d'ailleurs, lors des nombreux ateliers que j'ai animés, je le dis aux gens en début d'atelier, si vous allez voir, une fois que vous allez être lancé, vous allez voir l'effet apaisant que ça va avoir. Et j'en ai la confirmation très rapidement. Généralement, les gens trouvent aussi que c'est apaisant, ça leur fait du bien. Ça leur permet de se poser, se calmer et se concentrer sur un truc. Et alors, oui, se vider la tête, quoi. Et comment tu l'as appris? Comment tu as appris les différentes techniques? C'est vraiment tout en autodidacte ou tu as aussi toi-même suivi des ateliers? J'ai jamais suivi d'atelier. J'ai beaucoup regardé des vidéos. Au départ, c'est sur YouTube que j'ai regardé, que j'ai appris tout ça. J'ai aussi acheté des bouquins de Françaises qui... j'ai plus leur nom en tête. Celle dont j'ai acheté le bouquin de macramé, j'ai plus son nom en tête. Par contre, la Française qui a un super bouquin de tissage, c'est Julie Robert. C'est une fille qui fait différentes œuvres. Elle fait pas seulement du tissage, mais son bouquin de tissage, en tout cas, m'a beaucoup inspirée, m'a beaucoup aidée, m'a beaucoup donné d'idées. Et quel a été le déclic? Enfin, tu vois, tu parlais que voilà, t'as mis sur Instagram, puis on t'a fait des commandes, etc. Mais quel a été le déclic justement pour te dire, je vais commencer à partager ma passion sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et le montrer aux gens? Mais ça s'est fait très naturellement. Il n'y a pas eu de déclic puisque comme j'avais le blog et comme j'avais cette habitude de montrer ce que je faisais, Enfin, c'est des bêtises, mais c'est des petits travaux que je faisais à l'intérieur de... Enfin, à l'époque, j'habitais Bruxelles, on louait un appartement et j'avais un jour peint une espèce de fresque dans mon mur d'entrée avec des formes géométriques. Je partageais ça. Donc, quand je me suis mise au tissage, au macramé, je me suis mise à partager ça aussi. Donc, ça a toujours été logique. Alors, le médium avant, c'était le blog. Aujourd'hui, c'est Instagram. Mais enfin voilà, c'est tellement gai en fait de partager son savoir-faire et d'avoir des retours positifs que... Bon, après, maintenant, quand je regarde ce que je faisais au début, je trouve ça très moche, mais bon, tant pis. Oui, justement, mais qu'est-ce que ça t'a fait, les premières personnes qui t'ont dit est-ce que tu les commercialises? Est-ce que tu les vends? Est-ce qu'on peut les commander? Au début, comme beaucoup d'artisans créateurs, j'ai souffert du syndrome de l'imposteur, clairement. Enfin, ça m'a surtout marqué lors des premiers ateliers que j'ai donnés, où je me disais, mais en quoi je suis légitime de... Enfin voilà, tout le monde peut faire ça, tout le monde peut aller suivre un tuto sur YouTube. Et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure que qu'il y avait quelque chose, que j'y passais plus de temps que monsieur et madame tout le monde, que j'allais avoir la patience d'y passer des heures. Et puis un jour, il y a... Renaud de chez Super Bien, du magasin Super Bien, qui m'a dit c'est chouette ce que tu fais. Donc lui, il a à un moment vendu mes tissages. Il a dit oui, c'est chouette, on voit qu'il y a ton style qui s'affine, qui s'affirme. Et ça, c'était un super compliment parce que je me suis dit ouais, là, il y a quelque chose. Et en fait, j'ai toujours essayé de proposer des choses qui collent au style que moi j'aime. Qui plaisent au grand public aussi, mais je veux pas copier, surtout pas.
Donc je regarde toujours ce que font les autres créatrices belges en l'occurrence. Je veux pas que ce soit des concurrents, je veux qu'on ait chacun notre univers, quoi. Et justement, quand tu parlais des bouquins que tu as lus sur le tissage et le macramé, comment tu es arrivé à ne pas copier à ce moment-là? Vu que là, tu débutais aussi, comment tu t'es dit, en fait, j'adore cette technique, j'adore ce qu'elle fait, mais en fait, je veux pas faire la même chose? Comment on arrive à faire ça? En fait, tant le tissage que le macramé, mais surtout tant le tissage que le macramé, il y a... le macramé, il n'y a pas 10 000 possibilités de nœuds, mais derrière, il y a une possibilité de les agencer, de les disposer, et de les décliner sur différents objets. Hein. Quand je fais un vase ou quand je fais une suspension murale, je trouve que dans les suspensions murales sur bois, on a tendance à tourner un petit peu en rond, à voir un petit peu tout le temps les mêmes choses. Moi, j'ai voulu me différencier, par exemple, en proposant des anneaux. Voilà, les attrape-rêves, c'est quelque chose que les gens aiment bien, pour le côté symbolique, mais aussi pour le côté esthétique. Des anneaux, enfin, directement aller créer, faire une création sur l'anneau. Ben, je me suis dit, c'est un support différent, ça change, voilà, c'est comme ça. Après, en tissage, il y a tellement d'infinité de couleurs et de matières et d'épaisseurs de fil oui, c'est énorme, c'est infini, quoi. Je trouve que ce serait dommage d'aller copier ce que quelqu'un fait déjà, alors qu'il y a encore plein de pistes à explorer, quoi. Et d'ailleurs, maintenant, les gens le font très bien. Maintenant, si vous allez sur Pinterest et que vous voyez, là, il y a c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça génial de voir que telle personne va aller... non, après, on n'est pas obligé de tout aimer, hein, mais parfois, il y a des trucs que je trouve juste génial de par l'idée, quoi. Il y en a qui font des robes en macramé. Alors, je trouve ça horrible. Enfin, je trouve ça horrible. Je porterai jamais une robe en macramé, mais je trouve ça génial d'avoir été faire un macramé, choisir comme support un corps, quoi. Je trouve ça fou, quoi. Comment tu déterminerais ton style aujourd'hui? Pour le macramé, clairement, ben, c'est mon nom, c'est la bohémerie, c'est le style bohème que j'aime bien, mais j'aime pas le bohème froufrou. J'aime le bohème sobre, pas chic non plus, hein. Bohème sobre, très naturel. Ouais, je pense que le côté naturel, ça, d'office, je pense que ça se voit avec les couleurs que j'utilise. Il faut que les couleurs évoquent la nature. Moi, toute ma gamme de couleurs chaudes, terracotta, ocre, etc., ça évoque la terre, ça évoque le sable, ça évoque le coucher du soleil en été, ou bien les couleurs des feuilles d'arbres de l'automne. Ça, c'était ce côté naturel, il a vraiment son importance. Et après, le côté bohème, c'est le macramé qui fait ça aussi. Hein. C'est ça qui joue. Et c'est pas juste une tendance déco. Je pense que ça a un état d'esprit aussi au-delà de ça. Et ça apporte vraiment une touche particulière dans un intérieur, selon toi? Selon moi, ça réchauffe un intérieur. Je trouve qu'un macramé, ça habille, ça réchauffe un intérieur. Après. Oui, je sais pas, j'aime bien. Je trouve que les mélanges d'objets sur un mur sont jolis. Mettre des cadres, une étagère avec des fleurs séchées, puis un macramé. Enfin, je trouve c'est gai de faire des assemblages. Et le tissu, la matière, va donner la touche de chaleur qu'il faut à un intérieur. Il y a une partie que tu as ajoutée aujourd'hui dans la bohémerie, c'est les objets chinés. Pourquoi tu as eu cette envie de proposer ça aux gens aussi? Alors, je chine depuis toujours, puisque quand j'ai commencé le blog Mon Atelier Déco, je chinais déjà. J'habitais Bruxelles, je faisais une brocante régulièrement. C'était une brocante sous le viaduc Herman de Broek qui est venu un dimanche par mois. Et j'adorais déjà faire les brocantes. Et je crois que je tiens ça de ma maman, parce que mes parents ont pas mal de trucs chinés. Et ma mère avait donc elle a toujours d'ailleurs, un service de chez Bock La Louvière. Bosch, je sais jamais si on dit Bosch ou Bock La Louvière. Donc c'est le service Bonaparte.
Et donc, elle s'est constituée de service en chinant des pièces, en les ajoutant une par une. Et puis, comme je faisais les brocantes, j'ai commencé à lui acheter des pièces. Comme c'est des pièces qui sont souvent un peu chères et qui se revendent assez cher, et les brocanteurs savent qu'il y a moyen de... Voilà. Je me suis mise à négocier, et j'ai bien aimé ça, négocier les prix. Ça a toujours été un truc qui m'amusait. Et puis, quand on s'est installé ici à Nivelles, j'ai eu la chance de découvrir et de connaître la brocante, la fameuse brocante du Bix à Waterloo, qui entre-temps a disparu, mais qu'est-ce que j'ai adoré chiner là-bas. Je trouve que les objets chinés apportent tellement, enfin les meubles chinés apportent tellement plus de caractère à l'intérieur. Ici, dans ma maison, il y a, ici au rez-de-chaussée, il y a que ça. Il y a quasiment, ah non, là il y a encore une relique, une relique du géant suédois, mais sinon tout est meuble chiné au fur et à mesure des années. Donc à la base, j'ai fait comme tout le monde quand on s'est aménagé, quand on a emménagé dans notre premier appartement à Bruxelles, on a acheté des meubles en kit bon marché. C'était pas forcément une bonne idée parce que comme il fallait s'y attendre et comme je pense que c'est une démarche qu'on n'aurait plus aujourd'hui, c'est de dire ça vieillit mal, ça vieillit très mal et on s'en lasse. Et puis mon style en matière de décoration, ça a affiné aussi parce que j'ai eu une très grande passion pour le vintage, enfin pour le vintage. Attention, parce qu'on appelle un peu tout et n'importe quoi vintage. Vintage n'est pas la même chose que vieux. Moi, j'aime tout ce qui est, on va dire, design scandinave des années 60, 70, tout ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style industriel aussi. Et donc, j'ai chiné des pièces au fur et à mesure pour me constituer mon intérieur. Et j'ai adoré ça. Et donc, c'est venu tout naturel. Enfin, je me suis un peu arrêtée de chiner pendant quelques années. Parce que tu n'avais plus de place pour d'autres choses. Peut-être, oui, peut-être. Et puis, ouais, et puis je sais pas, j'étais plus centrée sur le macramé. Et sans doute que j'ai mis ça de côté pendant un moment. C'est vrai que je savais plus trop où aller. Une fois que la brocante de Waterloo a été finie, c'est vrai que je savais plus trop où aller chiner. Et ça m'a manqué, clairement. Et là, je m'en suis rappelée il y a quelques mois, à me dire, mais enfin, il faut vraiment que je retourne chiner. Et on m'a parlé de 2-3 trucs. Et donc, ça m'est revenu un peu tout seul. Je me suis... un jour, j'avais un rendez-vous chez mon gastro-entérologue qui avait 1 heure de retard. J'étais dans la salle d'attente avec un magazine de déco. Et j'ai lu un article sur les néo-brocanteuses. Et c'était le portrait de 7 Françaises qui chinaient des objets et qui les mettaient en vente sur Instagram. Je dis, ah, mais c'est génial, c'est ça que je veux faire. C'est chiner pour les gens. Bon, comme j'ai pas l'espace, j'ai commencé par des objets et des petits meubles, mais je ne désespère pas à plus long terme y aller sur des plus gros meubles, après tout. Il n'y a pas de raison de mettre des limites à tout ça. Et du coup, comme là, tu chines pour les autres, tu le fais comme si c'était pour toi. Tout ce que tu achètes, tu te dis, ça, c'est des choses qui me plaisent, qui pourraient être dans mon intérieur et que je veux proposer aux autres. Alors, qui pourraient être dans mon intérieur, pas forcément. Mais qui pourraient être dans un intérieur comme les gens aiment bien, en fait. C'est-à-dire que je vois quelles sont les tendances aujourd'hui et ce que les gens aiment et ce que les gens recherchent comme ambiance. Et donc, je pourrais très bien avoir 2 tabourets et dire « Ah, ceux-là, ils n'iraient pas trop chez moi, mais ils iraient bien dans un intérieur plus de tel style. Voilà. Donc oui, mais il faut qu'il y ait... il faut qu'il y ait un petit quelque chose. Ben, c'est là, je suis très intuitive, je fonctionne fort à l'intuition. Oui. Je suis persuadée que certaines choses, elles vont plaire d'office. Mais on verra, c'est encore un peu un test, parce que j'ai lancé jusqu'à présent que la collection de septembre. Celle d'automne arrive très rapidement. et donc, j'ai pas encore assez de retours pour dire ce qui plaît, mais je suis contente parce que déjà, la collection de septembre, j'ai encore fait un envoi hier vers la France, et donc je suis contente. Et oui, t'es contente aussi du coup d'avoir, j'aime bien ce mot, osé lancer ça en plus du macramé et du tissage. C'est aussi un autre aspect finalement de ton métier, donc c'est peut-être pas attendu de la part de ton public, mais t'es contente de l'avoir fait. Ah oui, complètement. Complètement, parce que, en fait, il arrive un moment où on a besoin de se... Enfin,
je ne sais pas si c'est tout le monde, hein, mais on a besoin de se challenger et d'aller plus loin, de porter le projet un petit peu plus loin. Moi, c'est ce que j'avais envie, c'est de porter le projet, la bohémierie, un peu plus loin et de me dire, aujourd'hui, c'est pas mon métier à temps plein. J'y consacre... je travaille, j'ai un boulot à 3/5 et le reste du temps, c'est la bohémierie. J'ai aussi une famille, donc ça fait beaucoup de casquettes dans une même semaine, mais on gère. Et c'était quoi la question de départ? Je sais plus. Mais t'étais fière d'avoir osé lancer ça, alors que c'était pas forcément attendu, entre guillemets, de la part des gens qui te suivent. Oui, voilà, c'est vrai que... Mais après, il y a beaucoup de gens qui sont revenus vers moi en me disant ah ouais, c'est génial parce que moi j'ai pas la patience de chiner, ou bien je chine mais je trouve jamais, ou bien j'ai pas le temps d'aller chiner. Je dis moi ça m'amuse, donc tant qu'à faire. Et puis ce que j'adore aussi, et ce qui se marie bien avec, ce qui se mélange bien avec l'univers du macramé, c'est j'adore faire des mises en scène, donc dresser des belles tables. Et j'aimerais bien, je ne l'ai pas encore fait, mais mixer des objets en macramé avec des objets chinés et faire des belles idées, des belles propositions de tables ou de petits coins dans une chambre d'enfant, des choses comme ça, pour donner de l'inspiration. Mais bon, ça va être l'étape suivante. Et tu le disais, tu es à 3/5 dans ton autre boulot. Avant, tu étais à 4/5. Ça fait pas longtemps que ça a changé. Donc, tu sens vraiment que tu vas plus loin. Tu as confiance en l'évolution de ton projet et tu veux lui consacrer plus de temps. Oui, en fait, j'ai été un peu frustrée. Ça fait longtemps que je suis à 4/5 puisque depuis la naissance de mon fils, donc il y a 11 ans, je suis à 4/5. J'ai jamais repris à temps plein. En fait, j'ai enchaîné tout ce qui était congé parental et compagnie. Et maintenant, je suis à 3/5 volontaire. Et en fait, j'avais une petite frustration. J'avais mon vendredi de libre. Mais au final, une journée, c'est pas suffisant parce qu'on en profite pour caler les rendez-vous médicaux, les courses sur ce jour-là, parce qu'il y a beaucoup de monde le samedi aux courses. Donc, du coup, je vais quand même y aller vendredi. Et donc, au final, on se retrouve à bosser 2 heures sur sa journée. Ça va pas, quoi. Donc là, j'ai décidé de réorganiser mon temps différemment et en prenant jeudi et vendredi, je me suis dit, là, je me donne plus la possibilité d'avoir du temps pour bosser et pour rendre... Mais en plus, c'est un petit défi parce que maintenant, à 3/5, il y a une perte financière, donc il faut que ça soit un petit peu rentable aussi, quand même. Et ton autre boulot, du coup, c'est journaliste. D'ailleurs, nous sommes collègues dans un certain média. Pourquoi c'est vers ce métier-là que tu as été ? Vers le journalisme. Parce que, en fait, au départ, pourquoi est-ce que j'étais vers le journalisme ? Quand je suis sortie de Réto, comme plein de gens, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire comme étude. J'avais pas tellement confiance en moi à l'époque. Et j'avais un amoureux qui est toujours mon mari actuellement, qui faisait des études de journalisme. Et on adorait, on était fan d'actualité, on aimait beaucoup parler. On avait des discussions prises de tête, comme on appelait ça à l'époque, où on débattait, en fait. Ça peut paraître con, mais on débattait de sujets d'actualité brûlants et de comment on voyait les choses, etc. Et on y passait des heures, quoi. Et donc, vraiment, moi, je regardais tous les journaux parler, j'étais vraiment à fond, j'écoutais les radios françaises. Ouais, à l'époque, j'achetais Le Monde. T'imagines ? Et non, ce serait plus Imagine justement que tu achèterais. Voilà. Et j'étais vraiment très très branchée actu. Je ne suis plus autant maintenant, mais c'est pas grave parce que mon métier me propose aujourd'hui d'autres trucs. Mais à l'époque, je voulais être journaliste internationale, aller sur le terrain, sur le conflit israélo-palestinien, couvrir le conflit israélo-palestinien, ce genre de choses. C'était mon idée. Enfin, je trouvais ça passionnant. Et donc, il m'a emmenée 1 ou 2 fois à des cours avec lui pour que je vois ce que c'est avant de me lancer. Et ça m'a vraiment bien plu, en fait. Il y a plein d'aspects qui m'ont bien plu. Et donc j'ai commencé des études de journalisme. J'ai commencé des études de journalisme à l'ULB. Moi, je ne suis pas très
très, très théorie, étudiée, des syllabus entiers. Donc, ça ne m'a pas plu, l'ULB. Donc, j'ai fait un graduat, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui un bachelor en communication, plus axé journalisme à l'ISFSC, l'école de la rue de la Poste. Et donc voilà, et je suis partie, et de par ces études, je suis partie en Erasmus dans une école de journalisme à Marseille, où ça m'a confortée, parce que là, on a comme prof des journalistes du Monde et compagnie, donc des journalistes d'Europe 1, donc c'était cool, c'était vraiment chouette. Et très rapidement, j'ai trouvé du boulot dans le journalisme derrière, donc c'est vraiment chouette. Ça ne m'a pas, c'est une passion qui ne m'a pas lâchée, même si je suis moins branchée actu qu'avant. Mais aujourd'hui, tu sens que tu as vraiment besoin de ces deux aspects professionnels ? Mais en fait, maintenant, ce qui me plaît dans le journalisme, c'est l'écriture, mais que j'avais déjà sur mon blog aussi, parce que l'air de rien, ça se répond en fait quelque part. Donc l'écriture, que j'adore. Moi, il y a toujours le côté pédagogique que j'ai adoré. C'est-à-dire que si j'avais pas fait le journalisme, je crois que j'aurais fait j'aurais fait les romanes ou un régenda en français histoire, parce que ça, j'ai toujours aimé. Et j'ai toujours bien aimé transmettre. Même chose, transmettre, c'est quelque chose que je faisais lors de mes ateliers. Enfin, il y a une logique, il y a un sens à tout ça. Oui, je pense que... Et puis, il y a le côté créatif aujourd'hui que m'offre mon métier de journaliste. C'est-à-dire que je travaille beaucoup l'image pour les réseaux sociaux, notamment, des vidéos, la réalisation de vidéos, etc. Et donc, ça amène un côté créatif qui me plaît vraiment. C'est plus du tout le même journalisme tel que je l'abordais au tout début de ma carrière, mais ça m'offre... Et donc... moi, je pense que là, on est dans un bon équilibre. Je touche du bois et j'espère que ça va... Mais là, j'ai l'impression que on est pas mal. Et tu as l'impression que l'un nourrit l'autre ? Est-ce qu'il y a certains aspects, par exemple, du journalisme qui t'aident pour la bohémie ? Je pense pas, mais après... Non, mais je pense que ça aide dans le sens où ça m'aide à rester connectée avec la réalité, avec l'univers du travail aussi. Je crois que c'est important. Travailler toute seule. Moi, j'ai tendance à partir dans tous les sens, à être complètement dispersée. Je suis vraisemblablement une TDA, trouble de l'attention non diagnostiquée, parce que je pars dans tous les sens. Et donc, le fait d'avoir cette rigueur un peu qui est dans le monde du travail, et puis le contact avec les collègues, c'est important. Je pense que je serais toute la journée ici, ça n'irait pas, je crois. Et il y a un aspect dont on n'a pas parlé, mais la bohémie, avec les objets chinés, on s'en doute un peu, mais il y a un aspect très important pour toi, c'est aussi la durabilité, l'éco-responsabilité, notamment dans les matières que tu utilises. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir cet aspect-là dans ton métier ? Je pense qu'il y a un virage qui s'est opéré dans ma vie à la naissance de mon deuxième enfant, donc de ma fille qui a 7 ans, où là, on s'est mis vraiment... donc on a toujours été sensible à l'écologie, mais on s'est mis à manger un peu plus bio, à faire attention, en tout cas au moins les fruits et légumes, quoi. Là, de par mon métier, je me suis un petit peu aussi intéressée à tout ce qui se passait au niveau de notre planète, et voilà. Et donc, ça a été tout un processus, quoi. Donc, ça a commencé par les fruits et légumes, et puis ça a été les lingettes qu'on a bannies pour le change de ma fille. On avait acheté des lingettes lavables et du liniment, enfin, ce genre de trucs. Et puis, petit à petit, on est arrivé vers le zéro déchet. On s'est dit, ah, tiens, c'est sympa, il y a un magasin de vrac qui est ouvert, on va tester ça. Enfin, je trouve aussi que c'est aussi un cercle, une spirale positive où... ça entraîne, ça donne envie de faire encore plus, d'explorer les choses. Puis moi, j'aime bien faire les choses à fond, quoi. Et donc, c'est vrai que pour moi, ça n'avait pas de sens de continuer à acheter du coton non recyclé pour mes créations. Donc, j'ai cherché la meilleure alternative qui soit
pour proposer des créations 100% recyclées. Après, il y a des trucs qui sont faits hyper naturellement. Hein. Les bois, je les ramasse dans la forêt. Je m'amuse à les poncer et à leur donner un bel aspect avant de travailler dessus. Donc, et puis maintenant, c'est même les petites cartes que je glisse dans les boîtes des gens. C'est du papier recyclé. Je les imprime moi-même à la maison. Les boîtes, c'est de la récup. Tous les emballages, c'est que de la récup. Donc voilà, je trouve que c'est pas compliqué. Et moi, ça me tient à cœur d'être cohérente, en fait, d'être totalement cohérente. Et puis les objets chinés, voilà, c'est de la seconde main. Je prône évidemment la seconde main. Je trouve qu'il faut y aller à fond, il faut être cohérent. Et franchement, c'est pas une contrainte. Hein. Ça ne me demande pas. Je trouve que c'est même très challengeant de vouloir aller plus loin et d'être cohérent. Et voilà, je suis passionnée, quoi. Je veux faire les trucs à fond et jusqu'au bout, quoi. Voilà. Quelle serait la prochaine étape que tu voudrais atteindre comme ça pour être encore plus éco-responsable, si ça peut encore se faire, si c'est encore possible? Il faudrait de l'encre naturelle dans les imprimantes. Mais tu es tout le temps en train de réfléchir à comment tu pourrais faire... Oui, mais si, il y a l'aspect pour les meubles que je traite, que... Voilà, j'aimerais bien réussir à... Mais après, je suis encore trop dans l'expérience que pour avoir déjà des effets positifs. Mais j'aimerais bien utiliser soit des cires qui sont naturelles, soit des vernis qui sont naturels. Mais je ne sais pas si ça existe. Il faut vraiment que je fasse des recherches là-dedans pour que la façon dont je traite les meubles... Je sais que l'huile de lin et l'essence de térébenthine, par exemple, c'est un mélange qui sert à nettoyer et à traiter le bois. Mais ça ne convient pas à tout non plus, mais c'est plus naturel. Maintenant, voilà, je dis peut-être une grosse bêtise en disant ça, mais je crois. Et voilà, je commence seulement à m'y intéresser, mais je voudrais bien vraiment traiter tous ces meubles avec le respect qu'on leur doit. T'as l'impression aussi d'apprendre énormément de choses depuis que tu t'es lancée dans la bohémie? Oui, tout le temps. Tout le temps. Parce que derrière le boulot d'artisan créateur, il y a aussi plein de rencontres, quoi. À tous les marchés des créateurs, etc. Et même sur les réseaux sociaux, même sur Instagram, on rencontre tout le temps des gens. On s'intéresse forcément à ce que font les autres. Et donc on apprend sans cesse. Et ça permet d'apprendre sur soi aussi, sur soi et sur les autres, c'est génial. Oui, tu parles d'autres créateurs, mais tu organises aussi des choses avec d'autres créateurs, des shootings d'inspiration, même des événements comme des marchés de Noël et autres. Tout ça, ça t'inspire aussi dans ta création d'échanger comme ça avec d'autres créateurs? Oui, c'est génial parce que tu parles des shootings justement. On a créé à plusieurs reprises avec d'autres créatrices. Donc on a mis en scène des tables et encore hier je me suis replongée dans les photos de ce shooting, donc c'était génial. C'était dans les bois où on a monté une table de pique-nique où j'ai suspendu un très grand macramé, et puis il y a ma copine Justine qui est fleuriste, Tantine, qui est venue mettre des fleurs, et puis on avait les poteries de Sophie W qui est déjà passée dans ton podcast. Et c'était trop chouette parce que et à plusieurs reprises, donc on a créé un univers vraiment mis en scène, et puis derrière on a notre super photographe Roman Hendrix qui a pris des photos. Ouais, c'est vraiment trop gai parce que je trouve que ça repousse les limites de la créativité, quoi. Parce que c'est-à-dire qu'on s'imagine plus ou moins ce qu'on va faire, l'idée, et puis on dit waouh, quel résultat que ça a, c'est top, quoi, c'est vraiment trop beau. On s'est un peu arrêté de le faire, je pense à cause du confinement notamment. Mais je pense qu'il faudrait qu'on réorganise ça. Les filles, si vous m'écoutez. Et puis, parler aussi, échanger avec d'autres créateurs, ça te permet... c'est des gens qui connaissent ton quotidien, qui le partagent aussi, qui savent ce que tu fais et qui peuvent te comprendre. C'est important d'avoir des gens aussi comme ça dans ta vie. C'est clairement. On a déjà passé des heures et des heures à... Mais en fait, il arrive que parfois, on ait un doute sur un truc et on sait directement vers qui se tourner. On a des groupes WhatsApp entre créatrices et quand on doute, on peut se tourner vers les autres. Et ça fait du bien, quoi.
on s'inspire parce que ce qu'il y a, c'est que nos univers, je pense à quelques créatrices en particulier avec qui on sait que ça marche, on sait que ça match, on sait que nos univers s'accordent bien. Quand on fait des ventes ensemble, oui. Donc du coup, par rapport aux couleurs, par exemple, on sait qu'on est dans le bon. Moi, je suis confortée dans ce que je fais quand on a tout mis en place pour une vente. Ou comme pour un shooting, quand on a tout mis en place, on dit ah ouais c'est beau, ah ouais ça donne bien, ah ouais enfin forcément, et on se dit que les gens vont pouvoir se projeter aussi parce qu'on dresse une table sur le lieu de vente par exemple, on dresse une table et on se dit les gens vont avoir envie de reproduire cette table chez eux, et donc voilà, je pense que c'est inspirant et pour nous et pour les gens. Tu parlais de doute. Au tout début, tu parlais du syndrome de l'imposteur que tu avais eu au moment de te lancer. Est-ce que tu le ressens encore aujourd'hui ? Moins. Moins. Franchement, maintenant ça va. Mais c'est parce que il a fallu du temps. Il a fallu du temps. C'était il y a au moins 5 ans d'ici. Mm-hmm. Donc je pense que... Après, il y a des nouveaux doutes qui arrivent, quoi. Mm-hmm. C'est des nouvelles craintes. Moi, j'ai peur que le macramé, ça passe de mode. Ça me ferait quand même vraiment râler, quoi. Donc j'espère réussir à toujours trouver, et c'est pour ça aussi que les objets chinés, c'est un nouveau projet qui me motive autant. C'est parce que mais bon, quand même, j'ai peur d'un moment ne plus suivre, quoi. Parce que voilà, mais aussi j'ai 41 ans et il faut que j'arrive à suivre les tendances. Parce que mon public Instagram est jeune, hein. Mm-hmm. La majorité de mon public sur Instagram, c'est 24-34 ans. Donc il faut que j'arrive à plaire aux 24-34 ans comme aux autres. Et t'as toujours des nouvelles idées de création ? Oui, j'en ai plein, j'en ai même trop. Récemment, j'ai fait un sondage justement pour savoir, parce que j'en ai trop, et pas assez de temps pour les mettre en pratique. Après, c'est compliqué parce que parfois, les gens me réclament un truc et je trouve que c'est une super idée et je me lance dedans. Et puis derrière, ça se vend pas. Je me dis, finalement, c'était pas une si bonne idée. Et après, donc c'est compliqué. Donc il faut faire des tests, il faut accepter de se tromper. Je pense que c'est surtout ça, qu'il faut accepter d'avoir des créations qui végètent en dessous de son lit. Je parle de ça en connaissance de cause parce que j'ai un énorme macramé, justement ce fameux macramé énorme que j'avais créé que j'avais utilisé dans le shooting dans les bois. Il est vraiment très grand et je l'avais créé en me disant les gens pourront les louer pour leur mariage. Sauf que c'est pas du tout une bonne idée parce que les gens, quand ils ont payé le traiteur, la salle, le photographe, la robe de mariée, les fleurs, ils n'ont plus de budget pour le macramé. Donc les gens ne louent pas de macramé. Enfin, c'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivée. Mais au moins tu as testé. Voilà, j'ai testé. J'ai pas beaucoup testé non plus. Tu vois, je pense que c'est le problème aussi à un moment, c'est que on ne sait pas être sur tous les fronts. Et j'y ai pas été à fond non plus dans la promo de ce truc pour vos mariages. Enfin, le truc mariage, je pense pas que c'est forcément mon truc. C'est pas, voilà, mon truc c'est la déco, c'est pas les mariages, quoi. Donc oui, c'est beau des macramés dans un mariage, mais voilà. J'ai d'ailleurs fait j'ai participé à un shooting mariage. C'est un des seuls trucs qu'on a pu faire pendant le confinement. Je sais plus à quelle période c'était. Je pense qu'on a pu ressortir à un moment après le premier confinement. Ça devait être plus ou moins à cette époque-là. C'était un très beau shooting, c'était magnifique et mes pièces c'était mes photophores à l'époque qui avaient trouvé place. Mais voilà, derrière, je pense pas que les macramés dans un mariage ça soit mon domaine, mais il faut l'accepter et passer à autre chose, quoi. Il faut faire des tests. Et quelle est la pièce dont tu es la plus fière ? Une tête de lit ou tête de canapé. Que j'ai donc en triangulaire. Donc c'est un macramé sur bois qui se termine en forme de triangle et qu'on suspend soit au-dessus du canapé, soit au-dessus de son lit. Et ça, en fait, on m'en a commandé plusieurs. Et il y en a une qui est vraiment belle. Et
Et c'est marrant, parce que justement, celle qui me l'a commandé, c'était la photographe du shooting dont je viens de te parler, qui l'a commandé pour son salon. Et donc, j'étais vraiment très contente. J'étais à l'autre bout de la Belgique pour lui livrer, mais j'étais ravie. Parce qu'elle a adoré. Elle a adoré. Donc, voilà. Une grosse étape de la bohémierie, ça a aussi été ton e-shop que tu as créé toi-même. C'était aussi un énorme défi. T'es fière aujourd'hui de l'avoir relevé? Oui, parce que j'ai tout fait moi-même, parce que j'avais clairement pas le budget pour payer un designer d'e-shop. Alors, il y a plein de défauts, hein. Et j'arrête pas de reporter le moment où je vais corriger tous ces défauts. Mais, mais c'est pas grave. Il y a une entrepreneuse sur Internet qui dit toujours mieux vaut fait que parfait. Et je trouve qu'elle a tellement raison, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était il y a un an, hein, c'était le 15 septembre 2020, je crois que j'ai lancé mon e-shop. Le 15, ouais, je pense. Et donc, à un moment, j'ai annoncé une date. Et j'ai dit, je bosse, j'avais pas mal de congés à prendre, donc j'avais pris pas mal de congés pour travailler dessus. Et voilà, j'ai bossé le plus que je pouvais, en m'occupant de mes enfants en même temps, parce que c'était les grandes vacances. Et je me suis dit, tant pis, je donne une date et je le sors, qu'il soit prêt ou pas prêt, parce que je trouve que c'est important d'avoir une vitrine de mon travail. On dit souvent que si demain Instagram disparaît, on ne sait jamais, au moins tout est quelque part et on sait me retrouver. Et c'est mon espace à moi, quoi, où j'en fais ce que je veux. Je voudrais plus vraiment lui consacrer un petit peu plus de temps, mais là, je mets la priorité pour le moment sur les créations pour les fêtes de fin d'année. Parce que là, j'ai des commandes qui commencent à arriver. Il faut que j'arrive à créer suffisamment pour les différents marchés des créateurs. Ça aussi, c'est difficile parce qu'il faut savoir gérer les quantités exactes, commander la bonne quantité de fils, faire les choix de couleurs. Là, je suis en plein dilemme de couleurs. Voilà. Et quelles sont tes envies, tes projets pour l'évolution de la bohémierie ? Ça va être qui garde sa place, enfin que tant le macramé que les objets chinés trouvent leur place et la gardent et continuent à évoluer bien. C'est-à-dire que je veux pas que les objets chinés tout à coup éclipsent complètement les macramés et vice versa. Donc je veux vraiment arriver à faire cohabiter les deux et que ça plaise quoi. Que ça plaise aux gens, etc. Je suis encore trop tôt dans les objets chinés que pour savoir exactement me situer. Et surtout que c'est que les objets pour le moment. Après, il y aura les meubles. Moi, mon souhait, mon rêve absolu, ce serait d'avoir ma boutique atelier. Enfin, atelier, surtout, principalement atelier, en endroit, parce que pour le moment, c'est un peu compliqué. C'est dans ma cour, donc je suis très dépendante de la météo. C'est dans ma cour que je ponce et que je peins, etc. Et c'est dans ma maison que je stocke. Donc, j'aimerais beaucoup avoir un atelier dans lequel je pourrais travailler, avec un petit espace showroom, où je pourrais faire venir les gens, je sais pas moi, un jour par semaine, quelque chose comme ça. Ça, ce serait top, mais voilà. Et où je pourrais justement créer des univers et marier les macramés, les tissages, les objets chinés, les meubles. Voilà. Mais après tout, la bohémierie, ça n'a été créé qu'en 2018, je pense. Tu dire comme ça quel bilan de toutes ces années, des progrès que tu as fait, de là où tu en es aujourd'hui. Tu as quel regard sur ces années-là ? Mais tout s'est fait très naturellement et très posément. En fait, il faut que ça reste un plaisir. Maintenant, je veux... c'est bien, mais il faut que ça devienne... l'entrepreneuriat en Belgique n'est pas facile, quoi. Et... de là à ce que ça devienne vraiment rentable et intéressant, un métier, je veux y croire, hein, mais je suis tout à fait consciente que je ne pourrais pas faire du macramé et du tissage mon métier. D'autant plus pour un métier d'artisan. Oui, clairement. Franchement, ceux qui arrivent à en vivre, chapeau. Mais moi, le macramé et le tissage, je pense pas que j'arriverai un jour à vivre de ça. Et d'où les objets chinés. Parce que là, ça pourrait être un jour une reconversion, clairement. Voilà, maintenant je trouve que j'ai déjà parcouru un beau chemin et que les choses se mettent bien et je suis patiente, mais à un moment donné c'est vrai que j'ai de temps en temps envie d'appuyer un petit peu sur la pédale d'accélérateur. Mais voilà, il faut que les choses se mettent en place. Je vais te poser la dernière question du podcast que tu connais vu que tu écoutes tous les épisodes. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait ? Justement
me lancer un jour. Je suis consciente que c'est pas maintenant, parce que maintenant, l'équilibre est plus ou moins là. Mais me lancer à 100% dans l'aventure de la bohémie. Je crois qu'il y a un jour où il faudra que je le fasse, parce que j'ai quand même envie de... Et puis, le fait d'avoir une boutique, ça voudrait dire aller à la rencontre des gens. Ça, c'est ce que j'aime. Aller à la rencontre des gens, avoir des retours directement, ça c'est trop gai. Et alors mon rêve ultime, si on ose un jour, je dis on parce que là ça concerne pas que moi, ça concerne toute ma famille, mon rêve ultime, et mon mari est assez favorable à cette idée, c'est de nous installer ailleurs, notre rêve c'est le sud de la France depuis toujours, on est amoureux du sud de la France. De Marseille, de la Provence, ou bien un peu plus au nord, du côté de la Drôme provençale, par là. On adore toutes ces régions-là. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de soleil, qui vit spécialement quand il y a du soleil et quand il y a de la lumière, et qui déprime un petit peu quand il fait gris. Donc, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Et si je pouvais arriver à faire tout ça, faire chambre d'hôte, magasin de déco, d'artisanat, etc. et donner des ateliers, ça ce serait le top. Et mon mari ferait les tables d'hôtes. Merci Gwen. Merci. Merci Gwen d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour découvrir son univers dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, suivez Compose sur Instagram, Facebook ou Twitter, et abonnez-vous sur la plateforme via laquelle vous écoutez ce podcast. Enfin, si vous voulez soutenir Compose financièrement, c'est possible via Patreon. Je tiens d'ailleurs à remercier ceux qui le font déjà, ça me touche vraiment beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.